Bonjour à tous, c'est une première vidéo que je réalise uniquement pour les étudiants de M1 en formation initiale. Cette vidéo, ce cours ne peut pas être utile pour les étudiants de M1 en FA. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec les étudiants en FA, on avait un petit peu plus avancé. En revanche, il est exact que pour les prochains cours, les vidéos concerneront et les étudiants de FI et les étudiants de FA. Donc ça va être une première petite vidéo très courte, simplement destinée à ce que les étudiants en FI s'arrêtent au même endroit que les étudiants en FA. Comme ça ensuite je peux faire une vidéo commune pour tout le monde. Donc en tout cas voilà, je ne suis pas le premier professeur, je pense, à vous faire désormais des cours en distanciel. Malheureusement, la situation sanitaire a conduit à l'université à nous demander à agir ainsi. Et pourquoi le choix de vidéos YouTube de ma part, enfin je le redirai sur la prochaine vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai découvert que c'est très facile de faire une vidéo YouTube. Pour vous c'était quelque chose d'évident, pour moi avant le premier confinement ça ne l'était pas. Mais effectivement, c'est pas très compliqué. Ça correspond à une des exigences de l'université qui est qu'on vous fasse des cours qui soient asynchrones, c'est-à-dire des cours qui puissent être consultés à n'importe quel moment, parce que certains d'entre vous ne sont peut-être pas disponibles pile au moment où je fais ma vidéo, et doivent pouvoir du coup se connecter ultérieurement et avoir accès à cette vidéo. Nous étions arrêtés au 2.3, les conflits de convention. Donc on va aborder maintenant un nouveau point, c'est le cas où deux traités internationaux ont été conclus et ont finalement des dispositions qui sont contraires. Il y a un traité international qui dit noir, un autre traité international qui dit blanc. Quel traité va l'emporter? Comment le déterminer? C'est l'objet de notre questionnement dans cette partie 2.3, les conflits de convention internationale. Donc je vous propose de noter ce qui suit. Le développement quantitatif des traités internationaux a donné naissance à une nouvelle figure de conflit, le conflit de convention. Ce conflit apparaît lorsqu'une même situation juridique est susceptible d'être régie par plusieurs conventions. Point. Nouveau paragraphe. Dans cette perspective, la solution la plus logique consisterait à exiger de l'État qu'avant d'adhérer à une nouvelle convention, donc la solution la plus logique consisterait à exiger de l'État qu'avant d'adhérer à une nouvelle convention, l'État dénonce préalablement l'ancienne convention avec laquelle un éventuel conflit aurait pu se produire. Donc dénonce préalablement l'ancienne convention avec laquelle un éventuel conflit aurait pu se produire. La nouvelle convention peut également prévoir qu'elle se substituera au droit conventionnel antérieur au moyen d'une clause d'abrogation. Donc, concrètement, ce que vous venez de noter, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on s'attend, bien sûr, si l'État ratifie une nouvelle convention internationale qui dit blanc alors que l'ancienne convention internationale disait noir, on s'attend à ce qu'ils disent l'ancienne convention, je l'abroge, je ne la respecterai plus. Simplement, vous verrez, ça se passe rarement comme ça. On peut s'attendre aussi à ce que la nouvelle convention internationale, il soit dit, à partir du moment où je m'applique, l'ancienne convention internationale, elle est abrogée, elle est finie, elle n'existe plus. En tout cas, elle n'est plus applicable en France. Malheureusement, ça se passe rarement comme ça. Donc, nouveau paragraphe. À défaut, il convient de tenter de neutraliser le conflit en s'efforçant de concilier les conventions en présence. Tel est le cas en présence de clauses de neutralisation dans les traités. À titre d'exemple, la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 en matière d'abordage comprend
en son article 7 la stipulation suivante. Une petite précision, je vous rappelle, un traité international, ça stipule, une loi dispose, une constitution dispose, mais un traité international stipule, tout comme un contrat stipule. Alors c'est une convention internationale, c'est quand même un contrat. Donc comprend en son article 7 la stipulation suivante. Ouvrez les guillemets. Ce traité ne sera pas appliqué au cas qui tombe sous les dispositions de la Convention concernant la navigation sur le Rhin en date du 17 octobre 1868. Et vous pouvez fermer les guillemets. Donc là, vous voyez, dans la Convention de Bruxelles, c'est très clair, elle régit tous les cas d'abordage, donc de choc de navire en particulier, sauf quand on circule sur le Rhin. Quand on circule sur le Rhin, on suivra les termes d'une très ancienne convention de navigation sur le Rhin de 1868. C'est indiqué clairement dans la Convention de Bruxelles. Elle a prévu, elle a anticipé la difficulté, elle a dit oui, je m'applique tout le temps, sauf dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle une clause de neutralisation. Nouveau paragraphe. En revanche, il est quasiment impossible de donner effet à des clauses rédigées dans les termes suivants. Vous pouvez ouvrir les guillemets. La présente convention ne porte pas atteinte à l'application des conventions internationales auxquelles un État contractant est ou sera partie. Donc la présente convention ne porte pas atteinte à l'application des conventions internationales auxquelles un État contractant est ou sera partie. Vous pouvez fermer les guillemets. Donc, juste pour bien comprendre, à première lecture, on se dit effectivement, pas de problème. Si dans ma convention internationale, on me dit j'entre en conflit avec une autre convention internationale, et bien dans ces cas-là, c'est ces autres conventions internationales qui s'appliqueront parce qu'on ne veut pas leur porter atteinte. Ça paraît fantastique. On va voir le problème, je vous le dis tout de suite, mais vous prendrez quelques notes ensuite. Le problème, c'est que parfois, on a deux conventions internationales qui vont avoir exactement la même clause. Donc, elles disent toutes les deux, moi, je ne m'applique pas si je porte atteinte à l'autre convention. Bah, finalement, qui l'emporte? Si tous les deux, vous dites, non, moi, je ne m'applique pas si je gêne, à un moment, il faut se décider. Hein. C'est comme à table. Si on est trop poli, si personne ne se servir, finalement, personne ne mange. À un moment, il faut qu'une convention dise expressément, c'est moi qui m'impose. Donc, vous pouvez noter, d'autant qu'il est probable que ces clauses se renvoient dos à dos lorsque les deux conventions internationales en opposition comprennent une clause identique. Nouveau paragraphe. La jurisprudence s'est peu prononcée sur la méthode à employer pour répondre à une telle hypothèse de conflit de convention internationale. La doctrine propose différentes méthodes. Donc c'est le nouveau paragraphe. La jurisprudence s'est peu prononcée sur la méthode à employer pour répondre à une telle hypothèse de conflit de convention internationale. La doctrine propose différentes méthodes. Donc voilà, on a vu effectivement qu'on arrive à des situations où finalement on ne sait plus qui l'emporte, s'il n'y a pas eu une abrogation, s'il n'y a pas eu une clause de neutralisation efficace. Comment on fait pour savoir quel texte l'emporte lorsque deux conventions internationales disent l'une blanc, l'autre noir, qui prime? Comment fait-on? Donc la jurisprudence, c'est les juges, quand on regarde les décisions de justice, on n'a pas vraiment d'outils. Donc on a été obligés, les plus grands professeurs de droit, les grands penseurs de la matière ont été obligés de réfléchir pour essayer de trouver des solutions. Donc première solution, délimiter le champ d'application des conventions en présence. Donc, délimiter le champ d'application des conventions en présence afin
de faire primer la convention la plus spécifique. La règle en droit est en effet que la règle spéciale l'emporte sur la règle générale. Donc la règle en droit est en effet que la règle spéciale l'emporte sur la règle générale. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez une convention qui porte sur un champ d'application qui est très très spécifique et une autre qui comprend de très nombreuses généralités dans de nombreux cas de figure, eh bien on appliquera la convention qui a vraiment l'objet le plus spécifique, parce qu'on dira elle comprend des règles spéciales, c'est donc elle qu'il faut faire primer. Exemple, afin de déterminer la règle de droit applicable aux obligations du vendeur, il y a lieu de faire prévaloir la convention de la haie. Donc afin de déterminer la règle de droit applicable au vendeur, il y a lieu de faire prévaloir la convention de la haie de 1955 relative à la vente de biens meubles corporels sur la Convention de Rome, devenue règlement romain. Donc la Convention de la Haye, la ville, de 1955 relative à la vente de biens meubles corporels, sur la Convention de Rome, devenue règlement romain, qui régit les obligations contractuelles en général. Donc vous avez une convention, la Convention de la Haye, qui porte que sur les biens meubles corporels, et l'autre, le règlement romain, qui porte sur toutes les obligations contractuelles. Bien évidemment, la Convention de la Haye l'emporte parce que c'est beaucoup plus spécifique. Deuxième solution, il est généralement proposé d'appliquer la convention la plus efficace pour traiter une difficulté. Exemple, si deux conventions ont pour objet de permettre la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger en France, il sera décidé de faire application de la convention, qui donne effet à ce jugement étranger en France, donc qui donne effet à ce jugement étranger en France, plutôt qu'à la convention qui refuserait un tel effet. Donc vous avez un jugement qui a été rendu par exemple en Albanie. On veut le faire appliquer en France. On a deux conventions internationales qui peuvent s'appliquer. Il y en a une qui permet de donner une force obligatoire à ce jugement en France et l'autre qui dit non, ce jugement en Albanie n'aura aucun effet en France. Eh bien, on va plutôt utiliser la convention internationale qui va faire en sorte que ce jugement étranger soit applicable en France. On essaie d'être efficace. Attention, ça n'est que des propositions, des solutions envisagées par la doctrine. On ne peut pas être complètement certain que ce soit la solution. Troisième solution, si aucune des autres solutions avant ne marche, il peut être choisi de faire primer la convention internationale. Donc il peut être choisi de faire primer la convention internationale qui consacre des droits fondamentaux. Donc qui consacre des droits fondamentaux. L'exemple classique, l'exemple un petit peu ancien parce que la situation a changé au Maghreb, je précise tout de suite, je ne suis pas un spécialiste du droit de la famille et encore moins du droit de la famille au Maghreb. Mais quelle était la situation, et je vais le faire de manière volontairement un petit peu caricaturale, il y a une vingtaine d'années, peut-être un petit peu plus, on avait la possibilité au Maroc, avant la réforme du Code de la famille, de répudier son épouse. Sans être un spécialiste, donc sous toute réserve, je comprends que cette répudiation ne passait alors pas devant un juge et que l'indemnité financière qui était accordée à l'épouse était absolument dérisoire. Donc si un homme voulait rompre le lien du mariage au Maroc, il pouvait répudier son épouse. Donc ça n'est pas un divorce, mais c'est une forme de séparation de mariage qui n'existe pas en France, mais qui
qui a l'effet d'un divorce au Maroc. Donc on n'est plus marié et ça ne passe pas devant un juge et je donne très peu d'argent à mon ex-épouse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quelques couples marocains vivant en France ou franco-marocains vivant en France ont eu, probablement dans les années 80-90, ont rencontré quelques difficultés de vie commune. Certains hommes marocains, probablement très bien conseillés, ont, et je caricature volontairement, eu le souhait d'aller passer quelques jours de vacances avec leur douce et tendre épouse. Et à peine arrivés au Maroc, on sort les valises du coffre. Que font-ils? Ils répudient leur épouse. Ils répudient leur épouse et ensuite, ils s'appuient sur la Convention sur la répudiation franco-marocaine qui reconnaît les faits de la répudiation au Maroc. Donc en France, même s'il n'y a pas de répudiation en France, on reconnaît des situations où on accepte que le droit puisse être différent dans d'autres pays. Donc on donne effet à la répudiation. Il y a cette convention qui dit bah oui, si vous avez répudié votre épouse, ça vaut bien la séparation, ça vaut bien la dissolution du lien du mariage. Alors pour les hommes marocains, c'était le jackpot parce que le divorce en France, ça leur aurait coûté de l'argent. Ils auraient eu beaucoup moins de droits, ils auraient eu un certain nombre d'obligations qui leur auraient incombé, certainement des indemnités à verser à leur épouse, une prestation compensatoire, une pension alimentaire, enfin, tout ce qu'engendre un divorce français. En revanche, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé un billet d'avion, pris des vacances au Maroc, et ils se sont séparés de leur femme, et ça leur coûte quasiment rien. Alors évidemment, mettez-vous à la place des épouses de l'époque, ça les a un petit peu agacées. Donc est-ce que vous avez une idée de ce qu'elles ont pu faire? Eh bien tout simplement, elles se sont dit, pas tout de suite, peut-être pas toutes, mais au bout d'un moment, certainement des avocats, des conseils qui se sont emparés de ce problème ont trouvé une solution et ont répondu, mais cette répudiation telle qu'elle existe au Maroc et en Algérie, surtout, enfin c'était surtout au Maroc, à mon sens, ça porte atteinte au principe d'égalité entre hommes et femmes qui est consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est comme ça que s'est posée la question et que la Cour de cassation, mais tout ça je vais vous faire noter, a finalement considéré que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme consacre les droits fondamentaux et donc l'emporte sur la Convention sur la répudiation franco-marocaine. Donc vous pouvez noter, exemple, conflit entre la Convention sur la répudiation franco-marocaine qui reconnaît les faits de la répudiation au Maroc et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui pose le principe de l'égalité des sexes. Donc, exemple, conflit entre la Convention sur la répudiation franco-marocaine qui reconnaît les faits de la répudiation au Maroc et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui pose le principe de l'égalité des sexes. Donc cette fameuse Convention européenne, on dit souvent CESDH, ça va beaucoup plus vite, CESDH. Donc le problème concernait des Marocains et Algériens vivant en France. Donc le problème de la répudiation concernait des Marocains et Algériens vivant en France et retournant au pays pour répudier leurs femmes et qui demandaient ensuite l'exéquatur en France de cette décision. Exéquatur, E-X-E avec un accent, Q-U-A-T-U-R, pas de E. Exéquatur, il n'y a pas de E à la fin. E-X-E accent aigu, Q-U-A-T-U-R. L'exéquatur, ça veut dire il y a un jugement à l'étranger, en l'espèce une répudiation, même si ce n'est pas un jugement. En tout cas, il y a un acte juridique à l'étranger dont je demande la prise en compte par le droit d'un autre pays. Si vous êtes marié en France, vous restez marié aux États-Unis, par exemple. Si vous êtes séparé au Maroc par une répudiation, eh bien vous demandez que cette séparation soit également reconnue en France.
Cette répudiation unilatérale, le talaq, T-A-L-A-K, prévoyait à l'époque une contrepartie financière dérisoire pour l'ex-épouse. Donc, cette répudiation unilatérale, le talaq, prévoyait une contrepartie financière dérisoire pour l'ex-épouse. Donc, on est avant la réforme du Code de la famille en 2004 au Maroc. Confrontée à cette difficulté, la Cour de cassation a considéré, donc confrontée à cette situation, la Cour de cassation a considéré le 4 novembre 2009 que la répudiation est contraire au principe d'égalité entre époux énoncé à l'article 5 du protocole 7 de la CESDH. Le 19 décembre 1995, la Cour de cassation s'était déjà interrogée sur la répudiation. Elle avait déjà considéré que la répudiation portait atteinte à l'ordre public international car elle ne préservait pas les droits de défense de la femme. Donc voilà, vous voyez, on a deux décisions, 2009 et une première décision de 1995, on s'interrogeait un peu sur la portée, qui disent maintenant très clairement, il peut y avoir une convention franco-marocaine sur la répudiation, peu importe, en cas de conflit, et bien on vérifiera qu'il n'y a pas une atteinte à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui pose le principe de l'égalité entre époux, des droits de la défense et de la défense de la femme. Voilà, donc ça c'est une première vidéo qui concerne que les étudiants en FI, tout simplement parce que vous ayez un soupçon de retard sur les étudiants en FA.